Oui, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, suite et non fin, suite du feuilleton de ce drame, de cette tragédie, il faut même utiliser le mot tragédie, qui a frappé la France, qui a surtout aussi frappé les esprits, parce que des morts, des massacres, pensons au Pendjab, Peshawar, il y a quelques semaines, 141 enfants et adultes tués dans une école. Il n'y a pas eu la même onde de choc qui s'est propagée à travers la planète qu'à l'occasion des événements qui ont touché Paris. La force symbolique était moindre, certes, et puis on dit que tout cela se passe loin, que ce soit à Bagdad, à Damas ou ailleurs, lorsque les bombes explosent, on a l'impression que c'est la routine. On oublie aussi peut-être un peu trop vite que ces bombes qui explosent, nous en avons été d'une certaine façon le fourrier en détruisant des régimes qui assuraient une stabilité, un ordre social, même au prix de régimes forts, voire de dictatures, mais que cet ordre social assurait la paix et la sécurité des personnes et des biens à tous et à chacun, et que du jour au lendemain, au nom d'une liberté que l'on a voulu exporter par la force, d'une liberté, d'une démocratie, d'un modèle social ou sociétal, nous avons détruit des sociétés et nous les avons jetées durablement dans le chaos. La poussière des événements soulevés par ces événements n'est pas retombée, donc là aussi, gardons-nous non seulement de jugement hâtif, de vision définitive, la prudence est de mise, mais il est bien clair que nous serons à reparler, plus encore d'ailleurs que de l'affaire Mera, de cet épisode sanglant, puisque de très nombreuses zones d'ombre subsistent. Alors, nous n'allons pas entrer dans le détail, sauf à ce qu'il y ait nécessité dans une émission ultérieure. On peut renvoyer au site conspirationniste ou non conspirationniste américain, mais qui soulève, qui pose de bonnes questions et soulève de justes problèmes. Il y a encore une fois un certain nombre de faits extrêmement troublants. Quant à la personnalité d'ailleurs des terroristes eux-mêmes, qui étaient à l'évidence des musulmans, mais étaient-ce véritablement des djihadistes représentant l'État islamique, qu'ils soient du Yémen, de Syrie, d'Irak ou d'ailleurs? Ça, c'est beaucoup moins sûr. Non pas de façon inconsciente, mais de façon inavouée, beaucoup de ceux qui étaient là voulaient dire par leur présence non à une guerre que conduirait contre nous un islam conquérant. Reste dans l'inconscient collectif, dans l'imaginaire, le souvenir de la guerre d'Algérie, plus proche de nous, les années de braise qui ont ensanglanté l'Algérie au milieu des années 90. Tout ça manifeste une peur latente. Une peur latente qui, il faut bien le noter, est largement instrumentée et orchestrée par l'État. Et je dis orchestré. Alors je ne dis pas que l'État, évidemment, serait à l'origine des événements, mais il sait magnifiquement les récupérer. Les récupérer à son profit, à son bénéfice. Et on a vu d'ailleurs que derrière Hollande, ce n'étaient pas des chefs d'État qui se trouvaient, mais au fond, toute la France de gauche, tout le peuple de gauche, puisque les nationalitaires étaient exclus de défiler, s'est trouvé une France mobilisée derrière son chef qui, selon par exemple un journaliste porte-serviette comme monsieur Frachon du Monde, nous dit qu'il a magnifiquement géré cette crise. Non, il a surtout d'excellents conseillers en communication et qu'il a réussi à ressouder les rangs, et ça c'est extraordinaire, ça c'est à noter, à l'occasion de cette tragédie, qu'il a réussi à ressouder les rangs d'une majorité, puisqu'il faut bien parler d'une majorité, jusqu'à présent, ou jusqu'ici, ou jusqu'à aujourd'hui, totalement disloquée. Ça c'est un coup de maître, il faut le souligner,
Et il faut souligner le caractère tout à fait exceptionnel de cette mobilisation. Resterait à savoir d'ailleurs, par ailleurs, si elle ne sera pas sans lendemain. On peut dire qu'après le choc, il y aura, pas inéluctablement, mais possiblement un choc en retour. Un choc en retour, parce que après non pas l'ivresse, mais ni l'euphorie, encore moins l'euphorie, mais après la surexcitation de ces événements, très largement hystérisée d'ailleurs par la presse qui est en boucle, c'était jusqu'à la nausée, il nous repassait les mêmes images, les mêmes commentaires, avec malgré tout d'ailleurs il faudrait noter d'un point de vue technique qu'au fil des heures et au fil des jours, les images se trouvaient modifiées, des visages étaient floutés, des scènes, on créait du mystère, on gommait certains détails qui auraient pu interroger, les vidéos qui étaient en haute définition étaient compressées ou tronquées, ou certaines disparaissaient de la toile. Donc il y a eu tout un travail d'aménagement, de remise en perspective, de remise en scène, de reconstruction de l'événement à des dessins de mobilisation populaire. Là, on a eu à la fois un spectacle consternant de la part des médias dans leur façon de lessiver littéralement les opinions et la cervelle des Français, mais en même temps un travail remarquable de remodelage d'un événement, de reformatage en fonction de certains besoins de communication. Et là, c'est une opération, on peut le dire, quasiment grandiose. Une opération grandiose dont le résultat est tout aussi est à la mesure d'ailleurs de l'intelligence communicationnelle qui a été injectée. Encore une fois, M. Hollande trouve des troupes resserrées. Combien de temps vont-elles être resserrées, ces troupes ? Ça, nul ne le sait, d'autant que les échéances arrivent. Comme nous l'avions déjà évoqué, le 25 janvier, des élections ont lieu en Grèce, qui devrait porter au pouvoir le parti Syriza. Et ce parti, quoi qu'il s'en défende, est un parti de gauche, voire d'extrême gauche, mais aussi souverainiste, qui voudrait renégocier une grande partie de sa dette et peut-être renoncer à payer certaines créances. Tout cela est mauvais pour l'euro. Y aura-t-il une sortie de la Grèce de l'euro? Madame Merkel, qui hier s'y refusait, aujourd'hui a l'air de dire que finalement, s'il faut en passer par là, l'Europe en passera par là et gérera cette crise. Mais c'est le début d'un détramage et d'autres pourraient suivre le mauvais exemple grec. Donc la crise est là, elle n'est pas épongée, alors que les Américains ont cessé, que la Fed, la Réserve fédérale américaine, qui vous le savez est un consortium de banques privées, vient de renoncer à ce qu'on appelle le quantitative easing, c'est-à-dire acheter d'un hélicoptère, acheter des paquets d'argent pour alimenter le marché et surtout les banques, les prestataires de services financiers. L'Europe s'y met, mais avec un piètre résultat. Alors les bourses n'ont pas encore dévissé en Europe, mais la conjoncture générale, que ce soit les prix du pétrole, tout cela est à la dépression, ou plutôt pourrait conduire vers une dépression. On ne sait pas à quelle échéance. Encore une fois, nous n'allons pas faire de prophétie, mais tous les indicateurs sont au rouge, tant aux États-Unis qu'en Europe, et aujourd'hui même cet électrochoc que l'on donne sur une grenouille, je parle de la France, une grenouille à moitié crevée, cet électrochoc qui fait que la bête agite les pattes, tout cela ne sauvera pas le pays de la débâcle dans laquelle nous trouvons quasiment avec certitude, nous nous trouvons engagés. Actuellement, nous sommes dans une conjoncture qu'il est nécessaire de qualifier de catastrophique. Que ce soit au plan monétaire, puisque nous sommes arrimés et soumis à la tutelle de l'euro, nous n'avons pas notre souveraineté monétaire, puisque nous devons subir à la fois les aoukas et les errements de l'Europe bruxelloise. Nous sommes mal partis. Monsieur Hollande aura peut-être
bénéficié d'un ballon d'oxygène, comme on dit, à l'occasion de la tragédie du magazine Charlie Hebdo, mais en bénéficiera-t-il longtemps? Ça, c'est une autre affaire. Alors, il faut remarquer, parce que l'arbre ou l'arbuste ne doit pas cacher la forêt, ces événements, au fond, encore une fois, comparés à d'autres événements similaires, dans un Orient d'ailleurs très proche, à 4 heures d'avion de Paris, sont dérisoires. Pardonnez-moi de le dire, mais nous en avons fait tout un plat. C'est atroce de le dire, mais comparé aux énormes vagues d'attentats qui balayent un monde qui est à nos portes, un monde qui est celui de nos voisins, du sud et de l'est de la Méditerranée, tout cela est peu de choses. Notons que le 7 janvier au matin, quelques heures avant l'attentat, on annonçait qu'un sous-marin nucléaire d'attaque français se dirigeait vers les côtes du Levant. Ça ne serait rien si on n'avait pas appris la veille par un organe spécialisé, mer et marine, je crois, que le porte-avions Charles de Gaulle, lui aussi il ne décollait pas, mais que le porte-avions Charles de Gaulle larguait ses amarres en direction du Levant, puis du Golfe, mais en mission, alors à destination lointaine de l'Inde, dit-on, mais en fait, d'ores et déjà et dès le départ en mission opérationnelle. Alors, qu'est-ce que cela suppose? Qu'est-ce que cela peut présager? Allons-nous lancer une grande offensive contre l'État islamique? Mais en sachant bien, puisque c'est le but avoué de ce pilier oriental de l'OTAN qui est la Turquie, que le but ultime de l'attaque contre l'État islamique, c'est en fait le régime de Damas, que les États-Unis et surtout la Turquie, qui le dit tout à fait ouvertement, n'ont pas renoncé à renverser. Donc, je ne dis pas que ces événements vont aider à préparer psychologiquement les Français à la guerre. Mais la guerre est peut-être là, encore une fois, il y a des signes, ce n'est pas une invention, c'est un fait. Hein. Le départ du Charles de Gaulle, enfin je crois qu'il est en imminence de départ avec sa flottille, puisque c'est toute une flottille d'accompagnement, est un signe, surtout en mission opérationnelle, que l'on ne peut pas ignorer. Maintenant, ces événements vont avoir une incidence prodigieuse sur la vie des Français. Ce ne sont pas les apprentis terroristes ou les populations sensibles qui vont être soumis à une surveillance renforcée. C'est tous les Français. On sait que déjà, Internet, toutes les communications sur Internet étaient sauvegardées par les services pendant près de 2 ans. Mais maintenant, ça va être une surveillance en continu, permanente, en temps réel. Donc nous allons avoir peut-être une sorte de Patriot Act à la française. Il y a eu 2 Patriot Act qui ont suivi le 11 septembre aux États-Unis. Donc il y a eu un resserrement. Au nom de la défense de la liberté et de la liberté d'expression, nous allons peut-être avoir justement d'importantes, de draconiennes réductions de nos libertés, à commencer par notre liberté de nous informer, notre liberté de communiquer, la liberté de nous exprimer. Au-delà de ça, on peut penser que dans l'épaisseur du trait et dans l'émotion de ces événements, M. Hollande pourra faire passer la loi Macron comme une lettre à la poste, qui conduit à encore un petit peu plus de déstructuration et encore un peu plus d'abandon de souveraineté au profit de la loi d'airain, de la loi implacable des marchés. Donc tout ça n'est pas bon, d'autant que d'autres attentats, pour le coup, puisque là nous avons ouvert la boîte de Pandore, pourraient intervenir, des attentats soit spontanés, mais également soit manipulés, puisque toutes les manipulations dans ces cas-là sont désormais possibles, et que en 2014, je crois en février, avec Madame Haïm, M. Netanyahou avait ouvertement menacé la France, ou l'avait prévenu, et l'avait tensé en lui disant « si vous continuez à soutenir l'État palestinien, vous risquez d'en connaître de lourdes et de graves conséquences ». Nous y sommes. L'État palestinien vient d'être admis
d'être admis. Il est entré, monsieur Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, vient d'admettre officiellement le nouvel État ou la nouvelle entité étatique palestinienne à pouvoir rester en justice devant le tribunal pénal international. Et ça, je crois que c'est un casus belli pour l'actuel gouvernement, je dis bien pas pour l'État hébreu lui-même, mais pour l'actuel gouvernement hébreu qui doit, lui aussi, qui est au bord d'échéance électorale et qui va bénéficier de cet électrochoc, puisque M. Netanyahou étant au premier rang des invités, il a un peu joué des coudes, il s'est un peu faufilé pour s'imposer au premier rang, alors que le protocole l'avait mis au second, à côté de M. Marikalter peut-être, que M. Netanyahou, pour lui, c'est également du pain béni, puisque là aussi, la communauté israélite, française, mais européenne également, apparaît comme menacée dans sa chair et que lui peut apparaître comme le protecteur, le bouclier et le gardien. Alors à propos du rassemblement et des chefs d'État, tout le monde a pu constater qu'il y avait au moins 2 criminels de guerre qui étaient au premier rang, de part et d'autre de M. Hollande. Alors Mme Merkel, qui était à la gauche, normalement on met les dames à droite, mais Mme Merkel, qui était à gauche, était suivi un petit peu plus loin par M. Poroshenko, qui a beaucoup de sang, les sangs de ses propres compatriotes du Donbass sur les mains. M. Poroshenko n'est pas un homme particulièrement estimable, l'homme qui est incapable de gérer la ruine absolue de son pays, mais qui continue à acheter des armements, et qui est incapable de négocier un cessez-le-feu durable avec les rebelles, les dissidents, les russophones, qui au départ, je le rappelle, n'étaient pas extraordinairement exigeants, puisqu'ils ne demandaient que la fédéralisation ou la régionalisation, puis la fédéralisation de l'Ukraine pour le respect de leur langue mère qui est le russe. De l'autre côté, à droite, il a aussi un homme qui s'est un peu poussé du coude, avec ses gardes du corps qu'il tenait extrêmement serrés. Il y avait M. Netanyahou, le visage fermé, d'ailleurs un peu inquiet, et qui n'est venu que parce que son ancien ministre des Affaires étrangères, M. Lieberman, mais qui est aussi son concurrent dans les prochaines législatives, était à Paris. Donc, contre la demande du conseiller diplomatique de M. Hollande, M. Netanyahou s'est imposé à Paris, ce qui montre que M. Netanyahou sait faire preuve à l'occasion d'un certain sans-gêne. Alors, passons sur ces aspects. Alors il y avait de l'autre côté M. Abbas qui n'était pas prévu en raison d'une tempête de neige en Palestine, mais l'Élysée d'ailleurs pour se venger de M. Netanyahou qui avait mis le pied dans la porte, a fait venir M. Abbas pour rééquilibrer l'ensemble. Donc il ne faut pas, pour ceux qui pourraient croire que c'est Embrassons-nous Folleville, que dans la douleur, la communion dans la tragédie et la condamnation du crime, il y aurait une sorte d'union sacrée qui se fasse entre des frères ennemis. Non, pas du tout. Monsieur Abbas était d'un côté, Monsieur Netanyahou de l'autre, et les deux camps sont en fait, nous le savons, parfaitement et totalement irréconciliables. Alors, il faut noter une chose extrêmement importante. Il n'y avait pas de représentant américain. Monsieur Kerry, 2 jours plus tôt, s'était exprimé en français. Puisqu'il parle le français, c'est un cousin de l'écologue, de l'écologiste mondain, M. Brice Lalonde. Donc M. Kerry s'était exprimé en français, mais M. Kerry n'était pas là, alors que le ministre des Affaires étrangères russe y était caché, on ne sait où, mais caché. Aujourd'hui, M. Obama vient de présenter des excuses parce que le département d'État à Washington s'est rendu compte qu'une bévue avait été commise. Mais, alors on a dit que c'était une erreur, non pas de casting, mais que c'était une erreur d'appréciation, qu'on n'avait pas très bien compris, enfin bon, des explications empoulées, confuses et peu crédibles. En réalité, est-ce qu'il faut dire que les Américains ne peuvent pas en aucun cas soutenir Charlie Hebdo ?
la publication des caricatures de Charlie Hebdo n'a eu lieu dans aucun grand média américain, même peut-être dans aucun. Charlie Hebdo aurait été interdit, condamné en justice, condamné à 30 ans de prison aux États-Unis. Je parle de tous les gens de Charlie. Le blasphème, la loi sur le blasphème n'existe pas, mais on respecte la religion des autres. Il est impensable aux États-Unis de publier ce type de caricature. Imaginons d'ailleurs le tollé, non pas chez les musulmans américains, mais dans la communauté chrétienne, si les fameuses caricatures, c'était des millions et des millions d'Américains qui auraient défilé dans les rues. Des millions et des millions d'Américains. Il faut savoir se mettre à la place des autres. On ne touche pas au domaine de la religion. On peut dire n'importe quoi sur n'importe qui. Aux États-Unis, la liberté est réelle. Mais il y a des domaines auxquels on ne touche pas. De même que les Français devraient quand même, au-delà de l'islamophobie, je ne dis pas rampante, ou en tout cas au-delà de la défiance interculturelle, et je l'espère, non pas de la défiance intercommunautaire qui pourrait se créer à l'occasion de ces événements, comprendre que les musulmans, même les plus modérés, sont des gens qui croient au paradis et à l'enfer, mais ils y croient dur comme fer. L'enfer est quelque chose qui existe matériellement. Les musulmans ne peuvent pas commettre certains actes. C'est impensable. Et que lorsque vous touchez au prophète, c'est comme si vous leur enfonciez un fer rouge dans l'estomac. Ils ne disent rien. Ils ne disent rien, mais ils n'en pensent pas moins. Le dessinateur Charb était régulièrement mis à la porte des taxis lorsqu'il en prenait, parce que les chauffeurs de taxi le reconnaissaient, alors ils ne le molestaient pas, ils ne le frappaient pas, ils disaient « Mais monsieur, vous n'avez rien à faire dans mon taxi, descendez ». Encore une fois, nous aurions tout intérêt, puisque nous avons une communauté musulmane en France, qu'on l'ait souhaité ou non, la question n'est pas là. Les musulmans sont présents. Je ne sais pas si c'est pour toujours ou si c'est temporaire, mais ils sont là. Or, nous ne pouvons pas gratuitement laisser bafouer leur religion, leur foi. À ce titre, la communauté française, dans son ensemble, la classe politique plus particulièrement, les financiers qui soutenaient Charlie Hebdo, qui n'était pas du tout un organe artistique, libre de toute entrave, qui aurait exprimé des pulsions libertaires, affranchies de toute contrainte. Donc c'était aussi et surtout une entreprise commerciale, au-delà de sa propre entreprise de démolition sociétale, de son entreprise de propagande et d'idéologie. Donc, il faut comprendre que les Français qui ont soutenu Charlie devraient aujourd'hui essayer d'aller voir sur Google quelles étaient ces fameuses couvertures. Je ne préjuge pas du contenu du journal lui-même, mais ces couvertures, dont certaines d'ailleurs ont déjà disparu. Je ne vais pas les citer, mais si on cherche un peu assidûment, on peut peut-être les retrouver. Certaines ont été effacées. Pensez qu'aux États-Unis, le soutien à Charlie était impensable. Et ça, c'est l'une des raisons, certainement non dites, mais fortes, de la non-présence des Américains. Et qui sait si demain, aux États-Unis, des gens particulièrement mal intentionnés ou malicieux ou soucieux de véritable liberté d'expression ne diffuseront pas ces caricatures de Mahomet ou ces caricatures du pape, du Christ, de la Vierge Marie, qui ont fait les soi-disant heures de gloire de Charlie Hebdo, pour bien montrer au peuple américain ce qu'est aujourd'hui notre conception à nous en France de la liberté d'expression.